Nous sommes les démocrates du Bénin. Nous sommes engagés pour la patrie. Nous sommes le jour où il y a la nuit. Il s'agit de documents qui organisent les élections dans notre pays. Et comme vous le savez, une élection mal organisée entraîne beaucoup de difficultés dans une nation. Et nous avons à prendre toutes les précautions qui sied pour que nous ne vivons plus les élections passées, les élections que nous avons connues dans ce pays, les élections de 2019 qui ont fait des morts, des exilés et des prisonniers, les élections de 2020, les élections surtout de 2021, par laquelle il fallait exclure tous les potentiels vrais candidats pour aboutir à un résultat, à une élection qui donne un président de la République gagnant dans un pays démocratique comme le Bénin, avec un résultat à l'Union soviétique d'antan, où on apprend que le camarade président est réélu avec 98% des voix. Qu'il vous souvienne que le code électoral en vigueur, le code du 15 novembre 2019, a été voté par le Parlement monocolore de la 8e législature. Et ce code ne répond pas aux exigences démocratiques de la transparence, de l'inclusivité des élections, de la paix surtout dans le pays, et également un code qui permette que les petits partis puissent vivre aux côtés des grandes formations politiques. Et quand vous observez bien, dans nombre de pays qui nous entourent, il arrive même que des candidatures indépendantes participent et gagnent les élections. Et notre Bénin, notre pays dans la sous-région est une particularité. J'ai introduit une proposition de modification du code électoral à l'Assemblée nationale. Et nous voudrons ici vous dire le contenu de la proposition que nous avons déposée. Et comme je le disais tantôt, notre proposition tient à régler le problème de l'inclusivité des élections. Notre proposition veut régler le problème de la transparence, de la paix dans notre pays. Notre proposition également répond à l'exigence de la Cour constitutionnelle qui a voulu que l'Assemblée nationale puisse corriger le code électoral pour permettre que
les maires dont le parrainage est en difficulté en ce moment pour permettre que ce soit les maires de 2020 qui parrainent ou les maires de 2026. Nous avons dans notre proposition proposé que la composition de la Sénat qui organise les élections, qui est l'organe suprême de l'organisation des élections, soit modifiée. Et c'est l'article 20 qu'il fallait toucher pour le faire. À ce niveau, comme vous le savez, si vous regardez la composition de la Sénat aujourd'hui, c'est essentiellement la rupture qui s'y trouve. C'est la rupture qui est la minorité, c'est la rupture qui est la majorité. Donc, cette composition ne permet pas la transparence dans la gestion de l'élection. Parce que, comme vous le savez, les élections de 2023, quand nous avions demandé certains documents électoraux, la Sénat n'a pas eu froid aux yeux pour nous dire que ces documents-là sont déjà caducs. Je pense que si c'était une Sénat où toutes les tendances, je vais dire, sont représentées, l'opposition comme la mouvance, on n'aurait pas eu cette interprétation. Nous avons également constaté, et c'est très important pour nous, nous avons également constaté que dans les arrondissements, l'organisation des élections est confiée à une personne qu'on appelle le coordonnateur d'arrondissement. Et tout le jeu se fait à ce niveau-là. Et lorsque la compilation au niveau des arrondissements est faite, le monsieur coordonnateur de l'arrondissement peut se mettre de côté, changer la fiche de compilation et présenter une autre fiche qui est très différente des résultats que vous avez eu à compiler. Et les tests en vigueur disent qu'au niveau de la compilation, il faut faire 4 copies. Une copie pour la Sénat, une copie pour la Cour constitutionnelle, une copie qu'on affiche, une autre copie au coordonnateur lui-même. Mais où est-ce que les autres partis ont la copie pour s'opposer à la copie que le coordonnateur d'arrondissement lui seul présente à la Sénat? Je crois qu'il y a un flou artistique bien réfléchi et qui ne permet pas la transparence des élections. À ce niveau, nous avons proposé qu'au lieu qu'on mette notre destin commun dans les mains d'une seule personne qu'on appelle coordonnateur d'arrondissement, qu'il soit créé une commission d'arrondissement. Et au sein de cette commission d'arrondissement, il y aura le représentant de la Cour constitutionnelle, le représentant de la Sénat, le représentant des partis politiques en lice ou des candidats en lice. S'il s'agit des élections communales et des élections législatives, le représentant de la Cour suprême également participe à la commission d'arrondissement. Et c'est à la commission d'arrondissement de faire la compilation des résultats dans l'arrondissement. C'est comme si une première proclamation des résultats se fait au niveau de l'arrondissement. C'est comme si la Cour constitutionnelle y est, la Cour suprême y est, les représentants des candidats y sont, et on se contrôle, tu me contrôles, je te contrôle, et le jeu est clair. C'est ce que le parti propose, et nous pensons que si on est pour la transparence des élections, on ne devait pas s'y opposer. Nous avons également parlé de l'élaboration de la liste électorale.
Tout se fait actuellement dans un flou total. C'est l'ANIP qui est en train de modifier la liste électorale, puisque en principe, dans tous les pays que nous connaissons, la liste électorale se corrige tous les ans. Tous les ans, on corrige la liste électorale. Parce qu'il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans l'âge de voter, d'autres qui décèdent, qu'on sort de la liste, ainsi de suite. Aujourd'hui, la structure qui fait ce travail-là s'appelle ANIP. Et cette structure est dirigée par un Rwandais. Personne, aucun Béninois, je peux le dire, politique, ne sait ce qui s'y passe. Et nous avons dit que cela ne tienne. Mais l'année électorale, lorsqu'on sera dans l'année électorale ou l'année avant, de toutes les façons, 160 jours avant les élections, il va falloir mettre un comité ad hoc pour l'extraction de la liste électorale. Vous avez vu la liste avec laquelle on a voté la dernière fois, tout le chamboulement qu'il y a eu autour, où des gens ne se sont pas trouvés, n'ont pas retrouvé leur centre de vote, ni leur poste de vote. Donc, nous avons pensé que 160 jours avant les élections, il faut mettre un comité ad hoc chargé de l'extraction de la liste électorale. Et ce comité ad hoc doit être composé de 2 représentants proposés par la mouvance parlementaire et l'opposition parlementaire. Une autre personne, un technicien désigné par comment on l'appelle, le président de la République, un deuxième expert désigné par le chef de file de l'opposition. Une 7e personnalité sera désignée par la société civile, ceux qui sont en charge de l'élection, la plateforme de la société civile qui s'occupe de l'élection dans notre pays. Ça fait 7 personnes pour composer ce comité ad hoc d'extraction de la liste électorale. Qu'il vous souvienne aussi que nos représentants dans les postes de vote se sont plaints de ce qu'ils n'ont pas reçu les feuilles de dépouillement, les procès-verbaux. Nous avons mis dans notre proposition d'amendement que le refus de délivrance de procès-verbal par un agent de bureau de vote est une infraction au code électoral et pénal. Donc, et nous avons plus tard dit toutes les infractions au code pénal à l'élection dans notre pays devaient être une infraction imprescriptible. Parce qu'au Bénin, nous avons constaté que des gens se sont permis, parce qu'ils ont la couverture du pouvoir, de dire j'ai voté 8 carnets, 12 carnets, et rien ne s'est passé. Des images ont circulé où en plein jour, les gens cachetaient et prononçaient le nom des candidats pour lesquels ils cachetaient et rien ne s'est passé. Nous avons proposé que ces crimes, ces fraudes-là soient imprescriptibles pour décourager. Parce que les gens ont dit que c'est nous qui sommes là. On fait ce qu'on veut, rien ne se passera. Mais si rien ne se passe aujourd'hui, ils doivent se mettre en tête que demain quelque chose peut se passer. Donc, il faut décourager ces velléités et rendre imprescriptibles ces fautes-là pour que, même dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, lorsque
les choses vont changer lorsque le régime va tomber, que les nouvelles autorités puissent punir ces comportements. Par rapport à l'inclusivité des élections, nous avons épinglé le quitus fiscal. Nous avons constaté, après 3-4 élections organisées par la rupture, nous avons remarqué que le quitus fiscal est l'élément fondamental d'exclusion et des candidats et des partis politiques des élections, puisque c'est l'administration qui délivre, puisque l'administration est sous la responsabilité du politique qui est un acteur dans le processus électoral. L'acteur utilise le quitus fiscal pour empêcher ses adversaires ou les meilleurs de ses adversaires d'aller aux élections. Et nous avons constaté, nous avons fouillé dans toute la sous-région et même dans le monde. Nous sommes le seul pays au monde où il est exigé le quitus fiscal pour aller. Nous l'avons copié du Sénégal. Ce n'est plus dans le dispositif électoral du Sénégal. Ils l'ont sorti. Et nous pensons qu'au Bénin, nous devons sortir le quitus fiscal. Et au Sénégal, c'est seulement le candidat à l'élection présidentielle qui fait une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas de situation fiscale. C'est une, on n'a pas dit de prendre le quitus, on a dit de faire déclaration sur l'honneur. Donc, nous avons dit qu'il faut supprimer l'article 42 purement et simplement. Et avant ça, nous avons indexé l'article 41 qui parle des pièces qui composent la déclaration de candidature. Et à ce niveau, nous avons demandé l'élimination pure et simple de certaines pièces, comme le certificat de nationalité, comme le certificat de résidence, comme le quitus fiscal, comme certaines pièces. Allez, vous avez la latitude de faire vos recherches dans beaucoup de pays. Vous verrez que les gens ne s'encombrent pas. Aujourd'hui, on a dit qu'on a fait des réformes. À quoi servent ces réformes que nous faisons? Si nous devons continuer à demander aux candidats d'aligner toutes ces pièces-là, nous avons pensé que l'acte de naissance sécurisé ou la photocopie de la carte biométrique CEDEAO suffit largement pour remplacer le certificat de nationalité, le certificat de résidence et que sais-je encore. Donc, l'acte de naissance sécurisé ou la photocopie et comment vous appelez ça? Non, pas ça. Et ce qu'on prend au tribunal, le casier judiciaire. Et le casier judiciaire suffisent pour composer le dossier d'un candidat à l'élection présidentielle. Vous ne pouvez pas prendre l'acte de naissance du Bénin si vous n'êtes pas béninois. Au niveau de l'article 41, nous avons mis un alinéa important. Parce que dans le code électoral, il est dit que lorsque une pièce manque à un dossier d'un seul candidat, la liste tombe. Et vous savez, au Bénin, les partis qui sont bien positionnés peuvent faire des fautes mineures. Mais des partis orphelins qui n'ont personne n'ont pas droit à des fautes mineures. Même les fautes micro peuvent les faire disparaître de la compétition.
Donc, nous avons estimé que cette disposition n'est pas correcte. Et dans tous les pays, lorsque un candidat sur une liste, lorsque vous fournissez les dossiers et qu'un candidat est inéligible, que les documents, qu'on peut les changer, il est autorisé que le candidat quitte la liste et le parti a 3 jours pour le remplacer. La question de caution électorale. Vous savez, la caution pour les élections présidentielles au Bénin, c'était à 250 millions. Maintenant, ils ont ramené ça à 50 millions. Merci beaucoup. Mais c'est encore très élevé par rapport à ce qui se fait dans les autres pays. Le Bénin, notre pays, est le plus cher au monde en matière de caution électorale. Alors que nous sommes l'un des pays les plus pauvres de la planète. Parce que la caution ne peut pas être à 50 millions au Bénin. Nous avons proposé qu'on soit à l'image du Sénégal et des autres pays, qu'on ramène ça à 25 millions. La caution pour l'élection législative, nous avons également proposé qu'au lieu de 5%, comme c'est dit dans le code, qu'on ramène ça à 1%. Ce qui fait 300 000 francs par candidat. 1%, ça fait déjà 300 000 francs par un candidat titulaire. Donc, nous avons proposé la réduction des cautions. Nous avons aussi dit pour les élections législatives, dans les pays où on a copié le taux qu'il faut avoir pour participer à l'attribution des sièges, dans ces pays-là, c'est 5%. Nous, on va copier, on met à 10%. Nous pensons que si on ne peut pas enlever les 10%, il faut revenir à 5% pour permettre que des partis politiques qui n'ont pas une grande envergure se retrouvent sur l'échiquier national aussi. Et pour les élections communales, nous avons proposé que les 5% soient au niveau de la commune. La Cour constitutionnelle a souhaité que nous rétablissions l'égalité qui est rompue à travers les dates qui sont dans le code électoral, les dates des élections qui sont dans le code électoral. Nous avons entendu circuler dire que en 2026, et les maires et les députés n'auront pas la légalité, n'auront pas la légitimité. Nous avons entendu dire que il faut que ce soit les élus de 2026 qui parrainent le candidat de 2026. Parce que des gens pensent que il est possible qu'ils organisent les élections exclusives en 2026 pour se retrouver dans la situation de 2020 où ils ont seuls les parrains, où c'est eux seuls qui choisissent qui peut aller aux élections, qui ne peut pas aller aux élections, et ils s'en sortent avec un taux fleuve de réussite. Nous avons pensé que quand nous suivons bien le raisonnement de la Cour constitutionnelle, les arguments de la Cour constitutionnelle, nous pensons que ce sont, et nous-mêmes notre conviction personnelle, parce que vous ne pouvez pas imaginer que nous irons aux élections de 2026 et qu'on n'aura pas de maire. Actuellement, on n'en a pas. On ne peut pas imaginer qu'on ira aux élections, les démocrates iront aux élections de 2020, 2026 et n'auront pas de maire. Nous en aurons.
On ne peut pas imaginer qu'on ira aux élections de 2026 et on n'aura pas plus de députés qu'aujourd'hui. On en aura. Mais par esprit de patriotisme et d'égalité, nous avons estimé que c'est les mecs actuels qui sont à même de parrainer un candidat à l'élection de 2026. Pourquoi? Il suffit de prendre l'article 135 et avant. Le problème qui se pose, c'est que le dépôt des candidatures, le dernier jour pour le dépôt des candidatures, c'est le 5 février. Le dernier jour pour l'installation des maires, c'est le 15. C'est du 1er février au 15. Du 1er février au 5, il y a des nouveaux maires qui seront déjà installés. Il y a des anciens maires qui seront là. La Cour dit des nouveaux maires ne peuvent pas parrainer et des anciens maires vont parrainer à la fois. Il faut rétablir l'égalité. C'est simple. Et la Cour dit les députés actuels, ils ont toute la légalité. Ils peuvent vous parrainer. Mais c'est de faire en sorte que les anciens maires parrainent. Et c'est ce que la proposition que nous avons faite. Imaginez un instant, s'il vous plaît, chers camarades, qu'on dise que c'est les prochains maires qui vont parrainer ou les prochains députés qui vont parrainer. Les gars sortent des élections. On proclame les résultats. Le contentieux électoral est en cours. Et on dit qu'il va parrainer. Il s'est passé un cas à l'Assemblée nationale où un député bien assis, le lendemain, on enlève son ministre, il vient et dit je prends ma place. La Cour constitutionnelle lui dit cède la place à ton titulaire. Il y a des cas où on peut invalider les députés. Voilà qu'il vient de parrainer. Quelle légitimité a-t-il? Plus que ceux qui sont là depuis. Quelle légitimité a-t-il? Donc, nous pensons que les plus légitimes, parce que la légitimité d'une mandature finit le jour, la fin de jour de la fin de mandat à minuit. À minuit. Pour les députés, la fin de notre mandat, je crois, c'est le 8 ou le 7 à minuit. La fin du dépôt des candidatures, c'est le 5. En quoi nous n'avons pas de légitimité? Et deuxièmement, mais je dis, un président de la République qui fait presque 14 ans, est-ce qu'il sera là après 2 ans? Est-ce qu'il sera là pour 14 ans? Il utilise la légitimité qu'il a aujourd'hui. Personne ne peut lui contester ça. Un président de la République qui organise les élections, qui n'est pas élu. Alors, on organise les élections en avril. Un président est élu. L'ancien président qui est en place, c'est en mai qui sera installé. Entre avril, la date de l'élection du président, et la date à laquelle il va transmettre le bâton de commandement en mai, qui dirige le pays, qui prend les actes, c'est l'ancien. Si on déclare la guerre contre le pays, qui lève l'armée, et c'est le parrainage qu'on dit que les gens ne sont pas légitimes, c'est pour le parrainage qu'on n'est pas légitime. Nous pensons que c'est des calculs politiques. Nous sommes les démocrates du Bénin, nous sommes engagés pour la paix.